je voudrais que vous nous parliez de comment ça se passe quand quelqu'un vient vous voir et qu'il a un pro. Il vous demande est-ce que vous pouvez m'aider au niveau de mon programme, de mon système. Je ne veux pas donner des noms particuliers, mais enfin, je sais qu'il y a des gens qui continuent à vous solliciter à ce niveau-là. Comment on peut nous expliquer votre méthode de travail, comment vous dialoguez avec la personne, sans que ce soit trop technique, bien sûr. Disons que quand on vient chez moi donc en consultation, en général, c'est toujours pour des raisons précises. J'ai aussi pas mal d'astrologues qui viennent me voir aussi en consultation. Ah oui? Oui, aussi. Qui sont intéressés à la fois par la méthode et par les réponses que je vais pouvoir leur fournir. Alors, la première des choses, c'est d'abord de comprendre la question. Parce qu'une question en cache souvent d'autres. Oui. La première des choses à faire, c'est justement d'être certain de bien avoir compris la question. Le deuxième point, c'est de cibler les planètes qui causent un problème. Une fois que j'ai repéré ces planètes, ensuite il suffit de vérifier justement leur transit, vérifier quand l'astre va être actif, quand il va arrêter justement d'agir. Pour cela, évidemment, les logiciels donnent toutes les réponses qu'on veut. Et ensuite, voir s'il y a d'autres possibilités. J'utilise également donc, les révolutions solaires avec localisation. Autrement dit, si je vois qu'à un moment donné, une année particulière, au moment de l'anniversaire, la révolution solaire va être catastrophique, à ce moment-là, j'envoie la personne ailleurs. Je faisais Volgin, c'est ça. Voilà, et j'ai développé justement sur la version Maestro d'Orion Astro un module qui calcule par lui-même le lieu. Pour déplacer les maisons. Voilà, qui va déplacer les maisons, et donc il y a une liste d'aéroports où la personne n'a qu'à se rendre le jour de son anniversaire, voilà, le jour de... 2 jours avant, 3 jours avant, 3 jours après, où j'étais justement de tout dernièrement à Bombay. Pour ça Pour ça, vous-même. Voilà. Ah oui. Parce que je savais que Bombay allait parfaitement me convenir. Vous avez quand même eu le temps de vous promener un petit peu. Ah oui, ben, j'ai passé des vacances oui, là-bas. Oui. J'ai profité justement pour trouver des petites raretés au niveau bouquin d'astrologie indienne. Ah oui, bien sûr. Bien entendu. Et je fais ça toutes les années, et je dois dire que depuis que j'utilise cette méthode, franchement, ma vie est quand même meilleure. Donc là, il s'agit véritablement de neutraliser, ou de dévier même plus exactement, parce que ça va quand même tomber sur un autre secteur. J'imagine d'ici 300-400 ans, une machine extraordinaire à rayonnement XY22 au cube, qui soit capable quelque part de remagnétiser le corps de la même façon dont les planètes nous organisent, de façon à rééquilibrer toutes les énergies et de façon à pouvoir avoir une vie pleine et épanouie. Ce qui ne veut pas dire une vie simple. Effectivement, donc là, effectivement, on est dans une forme de, comment dirais-je, oui, on trouve ça dans le Talmud aussi, cette idée d'éviter, de neutraliser les forces négatives. Et oui. Donc ça veut dire quand même les anciens, ils ont raison. Ça veut dire donc quand même que dans l'astrologie, il y a quand même cette dimension, il y a quand même une dimension négative, c'est une astrologie un peu manichéenne quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui sont des menaces et des choses qui sont plutôt protectrices, je ne sais pas. Et oui, mais je crois que, comment dire, si l'être humain s'est construit une maison, c'est pour se simplifier la vie. Alors pourquoi ne pas le faire également sur le plan astrologique? Jusque-là, quand j'envoie un client ou une cliente à tel endroit, parce que là-bas, ça va vraiment favoriser sa vie affective, quand c'est possible, parce que c'est pas toujours possible, la personne peut avoir d'autres occupations, elle peut être prise par son travail, évidemment, elle peut être empêchée par X ou Y raison, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se déplacer au moment de son anniversaire,
Je pense notamment aux personnes qui travaillent dans l'enseignement. Ma foi, ils ont leurs vacances qui sont fixées par les dates des cours et ils n'ont pas moyen justement de prendre quelques jours de vacances pour aller ailleurs. Hein. Mais toujours est-il que toutes les personnes que j'ai envoyées ailleurs, eh bien ma foi, je dois dire que je suis moi-même surpris. Ça marche. Ça marche. Alors c'est que ça marche, ça favorise le secteur qui va être focalisé, et surtout ça empêche que des choses négatives se produisent. Mais ça évidemment, des choses négatives qui se produisent, c'est difficile de vérifier, puisqu'elles n'ont pas lieu. Je pensais notamment à une personne, et là c'est peut-être plus intéressant encore, c'est pas moi qui l'ai traité, hein, donc c'est une collègue, dans le canton de Vaud. On avait donc une personne malade, donc un cancer de la prostate déjà avancé. Donc c'est déjà quelque chose de dur, en fait la personne était vraiment mal. Et elle l'a envoyé en Israël. Ça tombait bien, il était juif justement. C'est une scorpion. Là-bas en fait, il avait la possibilité justement de réorganiser ses énergies justement sur le plan santé. Alors, ça ne lui a pas enlevé son cancer, bien entendu, il ne faut pas tomber non plus dans l'utopie. Par contre, il s'est senti beaucoup plus d'attaque sur le plan psychologique, il s'est senti beaucoup plus et donc, il a eu plus de pouvoir pour faire reculer le cancer. Voilà. Oui. Comme il a déjà un Mars très fort sur son thème, qui le pousse déjà à se battre, en plus, Mars était réactivé là-bas, hein, et résultat, eh ben, il est toujours en vie. Il est toujours en vie, ça. Son cancer, bien sûr, existe, d'accord, mais il est neutralisé. Et ça lui a donné, en fait, le surplus d'énergie, justement, pour arriver à se dégager de tout ça. Et bien, si l'astrologie, ça sert, justement, à aider des personnes à repartir en avant, à leur redonner, justement, une énergie qui leur permet de se battre dans la vie, eh bien, oui, alors, dans ce cas-là, c'est un métier utile. Alors vous êtes quelqu'un quand même qui a un certain pouvoir dans la mesure où il vous est possible de faire connaître une méthode ou un système, ou de l'intégrer dans une constellation de logiciels. Enfin, je veux dire, vous avez quand même une certaine disponibilité à ce niveau-là. Vous pouvez... vous êtes un homme des médias, enfin à la limite vous pouvez favoriser la diffusion d'une certaine méthode astrologique. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'aider mon prochain. Oui, tout ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde se sente bien. Ouais. D'avoir un pouvoir sur les autres, j'aimerais déjà avoir un pouvoir sur moi-même. Pas sur les autres, mais vous êtes bien placé pour qu'une certaine façon de travailler, une certaine méthode, un certain type de calcul puisse être reconnu à sa juste importance. En tout cas, lui donner une chance. Oui, mais c'est... En même temps, c'est presque quelque chose qui s'est instauré malgré moi, sans le vouloir. C'est-à-dire, quand on fait des logiciels, on n'est pas à côté de la personne pour expliquer le thème. Donc, il faut donc forcément filtrer les informations de façon à ce que la personne s'y retrouve par elle-même. Dès le moment où je ne suis pas à côté pour dire non mais attention, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça, ça ne veut pas forcément dire ci, ça ne veut pas forcément dire ça, chose qu'on fait en consultation. Hein. Dès le moment où je suis obligé de laisser un de mes clients, peu importe qui, être seul avec le logiciel, je me dois, par responsabilité, de lui fournir des outils qui vont quelque part endiguer en fait son imagination, qui vont l'empêcher quelque part de dériver, qui vont l'empêcher d'aller là où il ne devrait pas aller. Donc les outils en fait se neutralisent. Non, mais je me mets à moi-même des garde-fous de façon à ce que je puisse les reproduire dans mes logiciels, de façon à ce que les personnes ne tombent dans un piège d'une astrologie qui serait en fait déviée par elle-même parce qu'elle n'est pas suffisamment expliquée. Ah.
C'est-à-dire, à force de travailler pour les autres, je me suis en fait donné une discipline. Déontologie quasiment. Ouais, oui, tout à fait. Hein. Parce que j'ai pas le droit d'induire les autres dans l'erreur. J'ai pas le droit de pronostiquer des choses fausses. Ça, c'est quand vous pronostiquez vous-même. Non, mais il y a des textes d'interprétation. Oui, des textes. Ce sont les vôtres. Ah oui, parce qu'effectivement, tout à l'heure, on en parlait. Vous, les logiciels de calcul, vous avez aussi des éléments d'interprétation qui sont fournis dans certains cas. Absolument. Il y a même passablement d'interprétations qui sont fournies par le logiciel, aussi bien donc, au niveau des périodes planétaires indiennes, donc les fameux dashas dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Il y a des interprétations sur les révolutions solaires tropicales et sidérales, il y a des interprétations sur les transits, sur le thème natal, il y a même des interprétations sur donc le jour lunaire, etc. Ça ne manque pas, il y a des textes un petit peu sur tout, il y a des textes également qui expliquent les étoiles. Disons qu'il y a plusieurs milliers de pages d'interprétation au total stockées dans le logiciel. Et en quoi ça se distingue d'Astroflash, par exemple, de ce qui se passait il y a 40 ans? Oh, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'il y a des progrès au niveau... Oui, bien sûr, la méthodologie, déjà, j'utilise pas mal de raccourcis par le biais de l'astrologie indienne, tout ça, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Hein. J'explique justement par les cartes de division la façon dont la personne aborde sa vie professionnelle, dont elle aborde sa vie relationnelle, sa façon de penser, etc. C'est clair que ce n'est pas du tout élaboré de la même façon, ce n'est pas du tout la même méthodologie. C'est quand même assez prévisionnel, votre système. Oui, oui. Son avantage, c'est quand même de déterminer, de structurer le temps de la personne. Oui, mais je préfère placer la personne plus face à son comportement que de lui dire qu'il va lui arriver ci ou ça. D'accord. Et son comportement à un moment donné ou son comportement à partir de la naissance? Si on interprète le thème natal, évidemment, c'est le comportement général par rapport à sa naissance. Hein. Mais vous le situez aussi dans un moment particulier. Vous dites actuellement, vous vous comportez comme ça? Alors là on tombe donc dans l'interprétation des transits, où à ce moment-là, en fonction des planètes, je donne des conseils, etc., en fonction du cas, en fonction des transits, en fonction de la maison transitée, en fonction également des périodes planétaires, etc. Donc là, si on veut, je cible justement les transits aussi pour n'en extraire que l'essentiel. Et en général, les personnes s'y retrouvent vraiment bien. J'ai eu des félicitations de ce côté-là. Maintenant, il est clair qu'il faut toujours faire mieux. Et il est clair que je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, il faudra encore que je fasse mieux, et c'est un travail qui n'est jamais fini. Alors, ces logiciels, ils s'adressent à qui? À l'astrologue ou à son client? Parce qu'a priori, on pourrait très bien, au fond, quelqu'un au fond, c'est vous qui êtes l'astrologue de la personne qui achète le logiciel. Voilà. Vous n'avez pas... Ça dépend comment on l'utilise. Ah, d'accord. Ça dépend. Vous pensez que ça pourrait être utilisé aussi par un astrologue qui le retravaillerait? Oui, il n'y a pas que du texte, hein, heureusement. Il y a des listes d'aspects, il y a des classifications d'aspects, il y a des datations donc des directions primaires, tous les calculs de révolution solaire, lunaire, etc., tout ce qu'on veut, transit, progression, il y a au moins une bonne centaine de méthodes. Donc les directions tertiaires aussi. Ça s'appelle comment l'ensemble? C'est Orion? C'est Orion Astro. Il y a 3 versions. La version studio, plus en fait s'adresse plus en fait aux personnes qui ont 2-3 années d'astrologie, pas plus. Hein. Elles sont tout ce qu'il faut comme outil de base, les transits, les progressions, les révolutions, hein, le thème natal bien entendu.
Et là, donc, elle peut déjà commencer à décortiquer le thème, elle peut donc bien sûr travailler le thème comme elle l'entend. Et il y a surtout donc les textes pour ceux qui ne connaissent absolument pas l'astrologie, qui aimeraient s'y mettre, mais qui préfèrent avoir un travail déjà tout fait. Et ensuite, il y a la version standard, qui a aussi des textes, mais beaucoup plus d'outils. Donc, là, les méthodes ne manquent pas. C'est pratiquement toute l'école traditionnelle française qui est mise en avant, plus également l'école indienne. Donc là, on peut mélanger les différentes écoles. Donc, excusez-moi, si je comprends bien, la base, quand même, ce sont les dasas, et chacun les agrémente à sa façon. Vous fournissez les garnitures au choix. C'est vraiment au choix. Là, chacun paramètre le logiciel comme il veut. Enfin, il y a quand même cet axe un petit peu, il y a quand même un certain axe. À la base, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie et à qui je fournis des textes tout faits, et pour qu'ils fonctionnent, évidemment, ils doivent forcément être, modelés d'une certaine façon, de façon à ce que la méthodologie soit respectée. Mais les personnes qui achètent ce logiciel, excusez-moi, je n'ai peut-être pas compris, les personnes qui achètent ce logiciel, elles savent quand même qu'il y a une sorte de structure de temps qui est fournie. Est-ce que quelqu'un qui ne s'intéresserait pas au DASA achèterait le logiciel? Oui, tout à fait. Il y en a des qui l'emploient justement en astrologie tropicale, pure et dure. Hein. Mais c'est quand même un élément important de votre méthode. Oui, mais je ne l'impose pas. Vous ne l'imposez pas. Alors j'ai pas compris exactement. J'ai compris que c'est vrai que dans certains textes, je fais des raccourcis par l'astrologie indienne, mais la personne ne s'en rend pas compte. Elle lit le texte et puis ça lui dit que ça fonctionne comme ça. Ah ben voilà, c'est ça qu'en fin de compte, l'intérêt, c'est que au fond, le texte, on ne sait pas exactement comment on y arrive. En fait. C'est clair. Donc on peut effectivement donner un petit peu un contenu au texte, un peu de véracité au texte à travers des méthodes qui ne sont pas celles que la personne croit qu'elle utilise. Pour pouvoir sauver un petit peu la vie. Si la personne travaille le logiciel, etc., elle peut retrouver ces mêmes textes par un autre biais parce que la carte est complètement dynamique. Donc on peut tirer une planète sur une autre planète pour lire l'aspect, on peut la tirer sur un signe, on peut la tirer sur une maison, etc. Donc il y a quelque chose de très pédagogique aussi là derrière. Et en fonction des planètes cliquées, on peut avoir justement l'interprétation des cartes de division qui, là, alors on tombe en pure astrologie indienne. Mais c'est tellement intéressant que là, j'ai pas pu m'empêcher de livrer cela au public, tout simplement parce que tout à coup, des comportements qui ne se lisent pas directement par le thème, en tout cas pas sur la carte en 2D, sur ce qu'on appelle le dé en astrologie indienne, c'est-à-dire les positions multipliées par 1. Les anglo-saxons appelleraient cela l'harmonique 1. Il y a des choses qu'on ne peut pas lire avec le D1 et qui deviennent flagrantes sur les cartes de division. En tout cas, moi, ce que je trouve assez épatant dans ce que vous dites, moi, je me projette un peu dans ce que vous dites, je me dis, on pourrait très bien proposer un système qui, en apparence, est totalement traditionnel, ouais, mais dont on pense qu'il n'est pas valable, et au niveau de l'interprétation, on propose quelque chose qui est beaucoup plus solide. Donc, effectivement, les gens pensent qu'ils prévoient en raison de telle et telle configuration, et en réalité, on leur donne une autre, pour la période en question, on leur donne la bonne réponse. Ils croient que la bonne réponse vient de cette configuration, alors qu'elle vient d'une autre chose. C'est assez tentant comme idée. C'est justement, en fait, en même temps, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, oui, mais s'ils veulent avoir vraiment l'interprétation d'Uranus, pourquoi pas? Puis en même temps, je me dis, oui, mais Uranus fonctionne une fois sur deux. Et c'est pas les aider que d'aller dans leur sens. C'est pas ça, c'est que si c'est une personne qui a 25 ans de pratique, elle sait lire Uranus. Elle saura parfaitement où
chercher pourquoi. Par contre, quand c'est une personne qui n'a qu'une année de pratique, voire même qu'une année de pratique, elle aura lu dans un bouquin qu'Uranus fait ci, fait ça, fait ça, elle vous dira « Oh, quelle horreur », etc. Et elle va forcément s'induire en erreur, et là, je n'ai pas le droit de raconter des choses fausses, comme ça, n'importe comment. Je veux dire, ça fait partie de ma responsabilité. En réalité, vous m'avez assez convaincu. En fin de compte, il est préférable de fournir un logiciel avec interprétation que sans interprétation. Parce qu'effectivement, l'interprétation, vous garantissez un petit peu le résultat. C'est-à-dire que vous contrôlez un petit peu ce qui va être dit. Alors, vous ne contrôlez pas comment la personne va le faire, mais au moins, vous savez, sans complètement dénaturer ce qu'elle dit, vous allez quand même arriver à un résultat dont vous pouvez dire qu'il est, probablement plus fiable, et en tout état de cause, qui fait moins de problème. C'est-à-dire qu'il est moins susceptible de perturber la personne qui va le lire, par exemple. C'est en tout cas le défi auquel je suis constamment confronté. Dans la prochaine version d'Orion, qui sortira, je ne sais pas, j'espère en fin d'année. Je vous le souhaite. Il y aura une nouvelle interprétation des révolutions solaires tropicales. Je veux justement arriver à aller encore plus loin que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, d'arriver à mieux étudier justement toutes les imbrications en fonction justement des maîtrises, où j'aimerais développer davantage une interprétation en maîtrise, parce que jusque-là, on interprète généralement une planète dans un signe et dans une maison. Dans les 3/4 des logiciels, on le fait. Seulement voilà, au bout d'un moment, c'est d'une grande banalité. Oui. On dit rien de spécial. Je veux dire, quand on va voir un psychanalyste, quand c'est un bon, qu'est-ce qu'il fait? Il vous oblige à vous mettre en face de votre propre comportement, et puis tout à coup, vous avez la révélation. Vous vous dites, là j'étais faux, là je peux faire mieux. Et tout à coup, vous comprenez quelque chose en vous. Et ce qui vous transforme, c'est cette compréhension qui vous permet d'aller plus loin. J'aimerais arriver à la même chose au niveau des textes de mes logiciels, mais évidemment, c'est pas si simple que ça. Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous fournissez un logiciel qui peut partir dans tous les sens, puisque ça dépendra un peu de l'interprète, vous laissez la personne effectivement faire son petit menu, mais vous mettez le haut là. Voilà. Donc c'est ça. Donc une sorte de, c'est un peu sécurisé en fait. C'est un système sécurisé. En tout cas, j'ai tout fait pour que le système soit le plus sécurisé possible. Du reste, de nombreuses fois, le logiciel passe en sidéral sans que la personne s'en rende compte, revient en tropical, etc. Et le cas inverse également. La personne peut avoir sa carte affichée en sidéral, mais comme la méthode tropicale est meilleure que la méthode sidérale, je vais employer la méthode justement tropicale. Et c'est ceci évidemment pour ceux qui veulent des textes tout faits. Voilà. Mais effectivement, moi, je suis assez convaincu. On pourrait même imaginer dans l'absolu un système dont personne ne parle et qui soit quand même utilisé pour l'interprétation. Mais là, comme je le dis, pour ceux qui veulent aller plus loin, aussi avec la version Maestro, vous avez toutes les techniques élaborées, rectification de l'heure de naissance, routine d'Hermès, etc. Il y a même un cours encyclopédique de 1852 rubriques, où là, ça vous donne carrément plus de 1000 pages à 4 de textes sur l'astrologie, qui vont vous parler de tous les planètes dans les signes, dans les maisons, les aspects, etc. Un cours vraiment complet, très élaboré, et vous allez avoir donc des personnes qui vont pouvoir paramétrer leur planète comme elles le veulent, avec ou sans parallaxe. Là aussi, il y a un grand débat maintenant. Est-ce qu'il faut utiliser les positions d'observation ou les positions des éphémérides? Et oui, il y a le problème des... La parallaxe pose un problème maintenant. Tout le monde n'est pas d'accord. Et moi-même, j'aimerais qu'il y ait d'autres chercheurs qui viennent, qui mettent leur grain de sel et qui me disent moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord.
Moi, j'utilise la parallaxe parce que j'ai vu qu'en effet, ça donne un plus. Quel est le problème de la parallaxe? Pour ceux qui ne savent pas, les éphémérides fournissent la position des planètes au centre de la Terre, c'est-à-dire 6300 km au-dessous. Mais si on est logique, on ne va pas voir la Lune exactement au même endroit si on se trouve au pôle Nord, si on se trouve à l'équateur, ou si on se trouve ailleurs sur la planète. L'altitude joue également, d'une façon nettement moindre. Et la parallaxe, en fait, c'est simplement utiliser les positions d'observation comme si on se trouvait avec une lunette astronomique et qu'on pointe une planète au télescope. Donc avec les positions V et les positions photocentriques, on a exactement l'astre au rendez-vous, comme si on le regardait au travers d'une lunette astronomique. Si on utilisait les positions des éphémérides, on peut tomber avec la Lune à près d'1 degré près. Et là, ça commence à faire beaucoup, surtout s'il y a des aspects précis, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser maintenant? Moi, personnellement, en tout cas au niveau de la méthode des d'achat, je préfère largement les positions avec parallaxe. Alors, si vous voulez, il y a quand même un autre garde-fou qui existe en général. Justement, sur Téléprovidence, on a publié il y a quelques jours l'exposé d'un sceptique, mon ami d'ailleurs, Danicel, qui disait j'ai acheté plusieurs programmes et je vois qu'ils ne disent pas la même chose sur les gens. Donc il s'en servait contre l'astrologie. Et en fin de compte, au moment quand il a commencé à dire ça, je me disais, bon, il a peut-être été consulté plusieurs astrologues, etc. En réalité, non. Il avait su ça uniquement par... Et alors j'ai compris qu'effectivement, il y avait un effet correcteur qui n'avait pas joué, c'était la rencontre avec le client. Parce qu'effectivement, quand même, moi j'ai dit, bon, ben, vous mettez 10 astrologues avec des systèmes totalement différents, mais à partir du moment où vous mettez devant le même client, il y a des chances que ça converge. Bon, c'est évident, on va pas dire la même chose de la même façon. Certains vont mettre plus l'accent sur la santé, d'autres plus sur l'affectif, en fonction quelque part de leur propre personnalité. Non, mais je veux dire qu'ils vont quand même tenir compte de la personne réellement. Mais au final, en fait, selon les questions que va poser la personne en question, et ben, parfois le résultat doit converger. Mais il va converger d'autant plus que l'on prend en considération la personne en chair et en os. Voilà. Or, vous, dans votre... Alors là, par exemple, l'intérêt, effectivement, donc, si on prend Orion, c'est qu'effectivement, au départ, vous n'entrez pas les données de la personne réelle, évidemment. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui est la personne, à part son thème, vous ne connaissez rien sur cette personne. Voilà. C'est à l'astrologue de le savoir. Donc il lui reste le travail. Alors soit, tout ça, il y a deux solutions. Soit la personne lit son propre thème et son propre l'interprétation, et évidemment, elle va le comprendre, elle va le décoder quand même en rapport avec elle-même, quelque part. Donc, bien sûr. Elle va forcément ajuster le thème à ce qu'elle est. Soit c'est l'astrologue qui est en face de la personne, et là aussi, il va nécessairement ajuster le texte à la personne qui est en face de lui. Donc l'ajustement est inévitable. Que ce soit le lecteur lui-même qui la fasse pour lui-même, ou que ce soit quelqu'un qui connaît la personne, ou que ce soit l'astrologue qui parle à la personne, de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui sera un petit peu régulé. Pour éviter ce que vous venez de dire, il faudrait multiplier les textes à l'infini, pardon, chaque fois en vérifiant la direction que prendra la personne par rapport à telle figure de son thème. C'est clair que si elle a par exemple le Soleil qui est aspecté par la Lune et par Saturne, ce Soleil, il a beau être dans un signe et dans une maison, il va réagir autrement, parce qu'il va être forcément coloré par les aspects. Donc tenir compte à chaque fois de tel aspect, etc., et tel groupe d'aspects, c'est mission impossible, c'est multiplier les textes à l'infini, oui. Et là, seul un astrologue, à ce moment-là, est compétent pour, quelque part, se faufiler dans cette énorme toile qu'est justement le thème astral. Oui, donc, en fin de compte, vous avez des questions à poser à M. Vatcha. Donc, en fin de compte, si vous voulez,
l'individu. Bon, vous restez quand même. Bon, est-ce que vous êtes intéressé à l'astrologie du collectif? C'est-à-dire que normalement Ah, bien sûr. oui, donc à quel titre? Oh, j'ai étudié, ça on peut le retrouver sur le site justement www.orion-astro.com. Oui. J'ai étudié notamment le fameux tsunami, le tremblement de terre qui a donc suivi le tsunami donc en Asie, où là je démontre la pertinence de la nouvelle lune avant l'éclipse en fait, juste avant l'événement, où là, je veux dire, c'est vraiment clairement étayé. J'ai fait le thème de plusieurs pays, dont notamment le thème d'Israël, les États-Unis aussi, bien sûr, etc., où là, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie mondiale. Mais évidemment, un logiciel ne peut pas faire de pronostic en astrologie mondiale. C'est beaucoup trop tôt, on n'a pas non plus tous les outils pour, c'est mission impossible. Alors, je voudrais vous poser justement une question concernant la durée des choses. Est-ce que, moi je divise un peu les astrologues en trois, je divise la prévision un peu en trois strates. Une prévision à long terme, une prévision à court terme, une prévision à moyen terme. Oui. Et je pense que souvent, les astrologues nous parlent beaucoup de prévisions à long terme, que ça commence par l'ère du Verseau, ça commence par je ne sais quel cycle, etc. Oui, ça fait beaucoup d'encre. Ou alors les transsaturniennes, etc. Ou alors on nous parle de choses extrêmement immédiates, qui vont se jouer en très peu de temps. Et on a l'impression que les prévisions à moyen terme, c'est-à-dire qui sont finalement celles de la vie politique, c'est-à-dire 4 ans, 5 ans, 7 ans, sont finalement moins prisés, comme si, moi j'ai quand même l'habitude beaucoup d'astrologues, on passe toujours d'une extrême à l'autre, c'est-à-dire que c'est soit l'infiniment petit dans le temps, soit l'infiniment grand. Dans les deux cas, les gens sont très à leur aise. Parce que ce qui est immédiat, ce qui doit se faire dans les jours qui viennent, ça se comprend. Ce qui est sur une très large échelle, bon, a priori, ça les intéresse aussi, je sais pas, au niveau d'une idée de l'histoire, etc. Et on a l'impression que, moi je sais pas, j'ai l'impression qu'au contraire, l'astrologie, elle devrait plutôt se situer entre les deux. Vous avez raison. Vous avez raison. Je crois que là encore, c'est une question d'outils. Qu'est-ce qui nous permet, en astrologie traditionnelle occidentale, d'établir des pronostics à moyen terme? Il faut suivre les transits, etc. On manque quelquefois d'outils. Oui. Parce que, pour une raison très simple, c'est que d'abord, à la fois on manque d'outils, et parce qu'aussi on en a trop. Parce qu'effectivement, il y a tellement de configurations qui pleuvent sur la personne que il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps pour qu'il se passe quelque chose, puisque astronomiquement, il y aura quelque chose qui va se passer très rapidement. Donc la multiplication même des facteurs qui vont font qu'il y a déjà, même sur une période relativement courte, déjà énormément de choses qui se présentent. Donc les échéances, c'est comme si on disait à quelqu'un, mais oui, mais vous avez tout de suite des échéances qui se présentent à vous. L'astrologue va immédiatement mettre sur le dos de la personne des tas d'échéances qui se présentent du fait d'un transit, du fait, etc. Et alors effectivement, le moyen terme, bon ben, ça devient très lointain, puisque le présent devient si lourdement chargé de configurations, voyez-vous. Là encore, c'est la raison pour laquelle je préfère utiliser justement comme filtre les périodes planétaires indiennes. Oui. C'est parce qu'elles permettent justement de savoir quels vont être surtout les astres déterminants pour la période. Et les aspects à ces astres, que ces astres reçoivent des autres planètes aussi, vont fortement colorer la période. Oui. Maintenant, comme je parlais avant de la Cinquième République, voilà. Au mois d'août, la période de Vénus intervient. Vénus est la pire planète du thème, puisqu'elle est maîtresse de la maison 8, cette fameuse maison qui transforme la France devra changer malgré elle. C'est pas que la maison 8 soit terrible, c'est qu'elle oblige souvent à des changements dont on n'a pas envie. Ouais. Et cette Vénus est en 7e maison et
malheureusement dans la constellation de la Vierge, donc on chute. Donc, ces changements vont être douloureux. Oui. Et là-dessus, maintenant, la France va s'en prendre pour 20 ans. 20 ans de transformation, 20 ans de changement, 20 ans de réforme. 20 ans parce que le Dassa est de 20 ans. Voilà, c'est le Dassa donc de Vénus. Hein. Oui. Alors maintenant, bien sûr, il y a quelques années d'abord de période Vénus-Vénus qui vont être dures pour la France. Ensuite, les choses on va s'installer dans le système. Voilà, hein. Là, ça va être très très dur, je pense, dans les 3 ans qui vont suivre. Et ensuite, les choses vont se rétablir petit à petit, etc. Mais ce qui veut bien dire que le pouvoir en place va avoir en fait énormément de défis à relever. Et Sarkozy lui-même va être dans une sous-période délicate, puisque sa lune ne l'aide pas sur le plan professionnel, où il va justement pâtir très certainement d'une impopularité terrible, peut-être pire que maintenant. Moi je trouve que 20 ans c'est beaucoup, hein, déjà. Une prévision sur... C'est ça c'est... Je parlais tout à l'heure du moyen terme, bon évidemment 20 ans c'est moyen terme, mais pour moi, à mon échelle, c'est beaucoup. Oui, mais attention, dans ces 20 ans, évidemment, rien n'est fixe. Hein. Il y a en fait une grande phase qui est colorée hein, par Vénus. Hein. Et ensuite, dans cette phase, il y a bien sûr les sous-périodes, etc. Oui, bien sûr. Et ça dépend bien sûr des transits, ça dépend quand est-ce que Saturne va aspecter Vénus natale, etc. Il y aura énormément d'éléments qui ne peuvent être en fait précisés que par l'intervention justement des transits et aussi, n'oublions pas, des révolutions solaires. Parce que si on prend par exemple le thème des États-Unis, l'attaque donc sur les Twin Towers était prévisible, je ne sais pas, mais en tout cas on sentait qu'il y avait c'est une année de tension, c'est une année terrible pour les États-Unis 2001. Oui. Les révolutions solaires influencent aussi l'astrologie mondiale. On n'a pas fini encore de travailler l'astrologie mondiale, ça vous le savez très bien. Je crois qu'on a énormément de pain sur la planche et effectuer des prévisions est quand même relativement difficile, surtout quand plusieurs personnes sont en lice. Moi, ce que je trouve assez paradoxal dans votre propos, c'est que vous accordez beaucoup d'importance à des notions astrologiques qui sont quand même décalées par rapport à la réalité astronomique. Le domicile des planètes, ça ne correspond à aucune réalité astronomique en soi, n'est-ce pas? Ce sont des attributions traditionnelles on sait très bien que la planète n'est pas là à ce moment-là. On va dire c'est mettre de 5 en 8, alors bon, la vraie planète est là, mais elle domine un autre planète. Bon, et les Dassa, on ne peut pas dire le contraire, ce sont aussi des données. Donc, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi vous, qui êtes par ailleurs, qui avez un problème relativement scientifique, comment se fait-il que ce soit des notions que vous ayez, par exemple, disons par exemple le cas de Nicolas, les saisons, on a beau dire tout ce qu'on veut sur les saisons, mais enfin, elles ont le mérite d'exister. Ouais. Bon, alors maintenant, et là, effectivement, vous amenez, votre discours, c'est de dire, la pratique astrologique la plus intéressante, elle se fait à travers des notions, qui sont des notions quand même très particulières, de distribution d'un certain nombre d'années entre les 9 facteurs de l'astrologie hindoue, de répartition des domiciles et des exaltations, etc. Vous sauvegardez en quelque sorte les éléments qui, sur le plan astronomique, ne sont pas les plus évidents. Je sais bien. Excusez-moi de tourner le couteau. Non, mais c'est comme... Non, mais c'est à l'inverse, on a justement toute cette astrologie qui est faite que sur des aspects. Voilà. Et qui, par contre, a le défaut de, franchement, foirer. Voilà, donc c'est un véritable dilemme. C'est vrai qu'interpréter sur les aspects, j'ai arrêté. Oui. J'ai arrêté il y a au moins bientôt 10 ans. Oui. Hein, tout simplement parce que ça ne m'apportait pas de satisfaction. Oui. Parce qu'on se rend vite compte que les aspects ont leurs limites. Et qu'un aspect ne va pas tout dire.
Par contre, il est vrai que Kepler lui-même n'interprétait pratiquement plus que avec les aspects, parce qu'au moins il y avait quelque chose de cohérent dans la façon dont les aspects s'élaborent. Maintenant, pourquoi? Ma foi, si j'avais une réponse à cela, je serais franchement heureux de la délivrer à tout le monde, tout simplement parce que ça ferait vraiment évoluer l'astrologie. Il est vrai que je n'ai pas de réponse à toutes ces questions. Oui. Chaque fois qu'un élève me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a des maîtrises? Je ne sais pas, ça marche. C'est tout ce que je sais. Oui. C'est vrai que c'est comme certains phénomènes en physique, on ne sait pas pourquoi. C'est comme les trous noirs, on sait que ça marche, mais on ne comprend pas. Ça existe, ça fonctionne. C'est tout. Parce qu'il nous manque encore des éléments qui rattachent en fait la pratique, l'observation, ce qu'on fait, à l'origine. Peut-être est-ce qu'on a construit les signes du zodiaque exprès autour pour pouvoir parler de certains territoires en fait stellaires qui pourraient très bien être liés à des étoiles aussi. Des groupes d'étoiles qui sont tout simplement mercuriens, des groupes d'étoiles qui sont tout simplement vénusiens, etc. Et qui créeraient quelque part les maîtrises. Mais là encore, je veux dire, par exemple, ici on a le tableau des dignités selon Herzog. Ça date il y a très très longtemps. Comment ont-ils fait pour élaborer justement ces dignités? Déjà sur le plan historique, je reste complètement admiratif face justement à des astrologues qui ont pu donner un tel savoir aux autres. Et le savoir, c'est vrai, ne vaut que s'il est partagé. Oui, effectivement, c'est un problème de conscience. C'est là qu'on justement on voit ce qu'on appelle le décalage entre la pratique et la théorie. La pratique arrive à des résultats qu'il faut considérer, mais qui à un moment donné ne satisfont pas la réflexion théorique. Mais vous avez raison. Et donc, la théorie développe en effet des systèmes qui ne sont pas validés par la pratique. Mais c'est comme il y a quelques années où la recherche, en fait, s'est entourée de philosophes parce qu'il y a eu besoin de personnes qui pensent autrement pour donner des nouvelles idées aux personnes qui font des recherches. Oui, tout à fait. Et l'un avec l'autre peut amener à des résultats magnifiques et je crois que là, votre idée justement de cibler justement quelques étoiles et de comprendre qu'est-ce qui se passe simplement en analysant les cycles, en plaçant par exemple, comme vous l'avez dit, Saturne en conjonction ou en aspect avec ces étoiles, à mon avis, c'est quelque chose de très intéressant et je pense que c'est une piste aussi à creuser. Je crois que je l'ai déjà dit, toute méthode ne vaut que jusqu'au moment où celle-ci est détrônée par une autre qui est meilleure. Oui. Et je crois que c'est le fondement de toute recherche scientifique. Et je crois que on a tous à beaucoup travaillé dans cette direction. Mais comme je vous le dis, comme on le disait tout à l'heure, un des paradoxes, moi je dirais qu'il y a deux paradoxes. Un, qu'en effet la recherche ne s'est pas suffisamment intéressée aux aspects planète-étoile. Deux, que parfois elle a cherché à expliquer par déconfiguration ce qui était plutôt l'absence de configuration. Parce que d'ailleurs les Allemands avaient bien compris, par exemple la notion de mi-point par exemple, c'est une notion, ils se sont dit, après tout, peut-être qu'il y a des moments importants qui ne correspondent pas aux réalités astronomiques. Alors là, effectivement, j'abonde dans votre sens, parfois, justement, l'astronomie n'est pas là au rendez-vous. Mais elle l'est par procuration, c'est-à-dire qu'elle l'est parce qu'on va dire, c'est comme si je disais, par exemple, la nuit prouve que le soleil n'existe pas. Ben non, ça veut dire au contraire qu'il existe, mais il n'est pas là. Donc, voyez-vous, là encore, ce sont des pièges. Parce qu'effectivement, on va dire, on va s'échiner à expliquer un événement en cherchant, je ne sais pas, un aspect ceci ou cela, alors que précisément,
c'est peut-être précisément parce qu'il manque quelque chose d'important et qui créerait un ciment qu'un certain type d'événement du genre démantèlement, dislocation a lieu. Mais c'est très juste ce que vous dites. À part que, justement, au niveau des mi-points, n'oubliez pas quand même qu'ils ont rajouté X planètes pour combler justement le vide. Vous parlez de l'astrologie uranienne, du dernier livre qui est d'ailleurs ressorti chez Auréas, Initiation à l'astrologie uranienne de Gabriel Ruiz. Voilà. Bon, c'est une autre forme. Alors, mais en fait, disons que, oui, j'aime pas trop cette notion de placer des nouvelles planètes. Non, mais je sais pas moi qui vais défendre cette idée-là. Mais malgré tout, au niveau de la méthodologie, c'est pas idiot. C'est-à-dire qu'effectivement, il semblerait que au niveau des 1000 points, c'est très intéressant. Tout se passe comme si on se demandait si les points significatifs sont pas des points qu'on n'utilise pas. Alors peut-être qu'eux, ils ont été inventés, mais je veux dire, l'idée, c'est quand même très amusant de dire qu'après tout, c'est peut-être parce que, eux, au lieu de parler des étoiles fixes, ils parlent des transneptuniennes qui sont... bon, ça c'est leur problème, mais malgré tout, ils parlent de quelque chose de cet ordre-là. Et deux, au lieu de dire qu'il y a une absence de quelque chose, ils parlent d'un mi-point. C'est-à-dire de quelque chose qui est à mi-chemin, justement, à mi-parcours. Ce qui est une idée qui me paraît assez intéressante. Moi-même, j'ai rencontré Hébertine en 71. Cette idée de quelque chose qui agirait, non pas parce qu'il y a quelque chose qui est là, mais parce que c'est à mi-parcours. Comme dans un relais de poste, vous savez, par exemple, ou n'importe quoi, les chevaux, ils sont plus frais, mais il n'y a pas encore ils n'ont pas encore dans leur vue l'arrivée. Donc c'est un moment de crise, parce qu'on voit pas encore arriver le bout du tunnel, et puis on a perdu de l'énergie parce qu'on s'est éloigné. C'est un moment de crise qui ne correspond pas forcément à une position planétaire, voyez-vous, et qui correspond à un essoufflement de l'énergie planétaire. Mais j'avais observé cela d'une façon donc très, très pratique lors de l'étude justement du tsunami de décembre 2004, où justement l'étude des mi-points est vraiment révélatrice. Et là-dessus, j'ai justement cité le livre d'Hébertine qui est paru aux éditions du Rocher. Combinaison des influences astrales. Voilà, où justement j'ai cité en fait telles quelles les interprétations d'Hébertine, où justement il parle de catastrophes naturelles. C'est vraiment cité en gros dans son livre. C'est vraiment remarquable. Si on prend par exemple le 1989, la théorie d'André Barbeau selon laquelle ça correspondrait à une conjonction Saturne-Neptune, moi j'ai fait un certain nombre de critiques à ce sujet, parce que je dis que lorsqu'il y a quelque chose qui se disloque, ça ne correspond pas à une logique conjonctionnelle, donc, et deuxième. Oui. Donc, parce que c'est ça aussi. C'est séparatif. Bon, alors quand quelque chose se sépare, on ne va pas chercher une conjonction. C'est clair. Bon, alors évidemment, quand on en trouve une, on dit, bah, c'est celle-là, mais moi, parce qu'il y a tellement de facteurs que, bon. Et puis, deuxièmement, parce qu'effectivement, à ce moment-là, il s'agit plutôt d'un phénomène de manque, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas là. Et c'est pour ça que moi, je considère que l'astrologie, moi j'appelle ça une sorte, il y a l'astrologie, il y aura une sorte de contre-astrologie, voyez-vous, comme on dirait une antimatière. C'est-à-dire qu'il y aurait une astrologie avec des points avec des signaux très forts, et puis il y aurait une sorte d'anti-astrologie, pas au sens des gens qui sont contre l'astrologie, d'anti-astrologie comme antimatière, c'est-à-dire des moments où justement ces signaux sont en quelque sorte, comment dirais-je, neutralisés, et qui déterminerait également un autre type de phénomène. Disons que là aussi, par exemple, pour reparler de la conjonction de 94, entre Uranus, etc., dans le Capricorne, n'oublions pas que c'est à ce moment-là que les talibans ont commencé à venir au pouvoir. Ils ont commencé justement à s'organiser de façon à prendre le pouvoir. Et j'ai été surpris justement quand j'ai appris cette information. C'est qu'en fin de compte, cette conjonction veut bien dire ce qu'elle veut dire. D'accord. Seulement, voilà, c'est pas au moment de la conjonction où elle est importante, c'est plus tard. Oui. Et pour cela, il faut attendre, bien sûr, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord tout à l'heure avec vous. Moi, je pense quand même, moi j'ai une conception du temps astrologique qui est quand même très modérée. Oui. C'est-à-dire des unités de 3 ans et demi, si vous voulez. Oui, tout à fait. Et
moi, quand on me parle de période de 10 ans, de 15 ans ou de 20 ans, je ne suis plus, parce que je me dis, à l'intérieur de ça, il y a des choses tellement différentes qui peuvent se produire. Je pense que l'astrologue, je pense que c'est un temps relativement intéressant, cette période de temps. De 2 ans et demi, c'est 3 ans et demi, c'est pas trop, c'est pas nul, c'est quelque chose qui est raisonnable. Et en même temps, c'est extrêmement difficile de faire des prévisions, ça, vous êtes tout à fait d'accord, à plus de 4 ans. Mais que va faire la personne, quelles vont être les décisions que va prendre la personne qui vont échafauder son existence. Moi j'ai l'impression, je suis tout à fait d'accord avec M. Fachin, que les échéances à 4 ans, c'est très bien, c'est très raisonnable. Parce qu'effectivement, soit on est dans un pic et au bout de 4 ans on va descendre, soit on est en bas et au bout de 4 ans on va remonter, enfin, dans mon système en tout cas, et donc c'est ça que les gens... on va pouvoir leur dire ce qui se passera dans 30 ans, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'entre-temps, il y aura eu des tas de choses. Ils auront eu le temps de vivre et de mourir 10 fois. Non, c'est que quand on voit, ça m'arrive des fois de donner des échéances plus longues, simplement parce que je sais d'entrée que la personne ne va pas vraiment pouvoir faire face. Ah, d'accord. Quand je sens qu'il y a de trop grandes faiblesses, vaut mieux justement dire à la personne, dans tel domaine, ne vous prenez pas la tête. Ça ne va pas trop bouger. Voilà, ne dispersez pas votre énergie, concentrez-la pour faire autre chose qui soit satisfaisant pour vous. Hein. Soyez heureuse là où vous pouvez l'être et ne cherchez pas l'impossible. Hein. C'est plutôt le discours. Hein. Et je sais très bien que par la suite, ça va aller, ce sera nettement mieux. Et c'est vrai que dans de nombreux cas, je me dis, vu comme elle est maintenant, avec son état d'esprit, etc., ça fait 3 ans qu'elle n'a pas bougé, cette personne-là ne bougera pas. Je m'excuse, moi j'ai une question quand même. Oui, parce qu'il nous reste quoi, 20 minutes? Oui, je vais vous filmer un petit peu. C'est bon. Justement, j'aimerais que vous participiez aussi peut-être. Ah bon, alors vous allez nous interroger. J'ai une question simple en fait. Est-ce que vous attachez une importance au jour, voire à l'heure, où ce qu'on a filmé aujourd'hui sera présenté au public? J'attache pas d'importance dans la mesure où j'ai pas les moyens d'intervenir. Justement, si vous aviez ce pouvoir, disons, de m'indiquer le moment ou l'heure, ou le jour, ou à peu près, plus ou moins, est-ce que vous y tiendrez? Bon, c'est un discours qui est... C'est une question très 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 intéressante, parce que d'un côté, on se dit qu'en faisant les choses au bon moment et au bon endroit, ça va forcément marcher, dans le sens où on le veut. Dans un autre sens, si on doit commencer à contrôler sa vie à chaque moment, comme ça, on ne fait rien. On est aussi construit pour se battre dans la vie. D'accord. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus... faut pas non plus, comment dire, trop tomber dans l'adversité. C'est vrai que si je me tiens, en fait, uniquement au précepte astro, je me dis, oh là là, avec ton Mercure nœud sud, on chute dans la constellation des poissons, ça va pas aller, tu vas jamais te faire comprendre, etc. Tu vas de nouveau bafouiller, etc. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Mais dans ce cas-là, on ne fait jamais rien dans l'existence. Je crois qu'il faut aussi se dire, bon, ben voilà, il y a une opportunité, même si on n'a pas tout dans les mains, même si il y a certaines... moi, je vous rassure, je trouve que ça s'est très bien passé. Quand même. Même si il y a tel aspect qui ne va pas, etc. Donc ça vous est ça vous est indifférent alors quelque part. Ben, indifférent, pas vraiment, mais il faut passer dessus. Il faut passer dessus parce que sinon on tombe dans les peurs et dans les peurs on ne s'en sort jamais. Les peurs c'est très saturnien. C'est tout ce qui limite, c'est tout ce qui fait du mal. Hein. On est infirme de nos peurs. Mais par exemple, vous conseillez à vos clients de réaliser leur révolution solaire sur un point précis de la Terre, du globe, pour bien... Oui, mais attention, c'est 6 jours dans l'année. 6 jours. Autour de l'anniversaire. Sinon, comment dire, une interview,
Mais il s'agit bien un petit peu du même mouvement, enfin je veux dire de la même intention, quelque part. Les transits sont toujours moins déterminants que les révolutions solaires. Donc vous n'êtes pas partisan d'une astrologie horaire pure et dure L'astrologie horaire ne va répondre en fait que à l'interrogation. Elle ne va pas dire si en se battant ça va marcher complètement ou pas. L'astrologie horaire répond à une situation. Je crois qu'il existe des astrologues qui justement pour telle ou telle chose que vous désirez qu'elle se réalise, vous conseilleront de vous lever à telle heure du matin plutôt qu'à une autre. Oui, je sais, il y a des formes d'astrologie comme ça, c'est vrai. Voilà. Vrai. Bon, je veux dire... C'est ce qu'on appelle l'astrologie d'ailleurs à très court terme. Oui, c'est des actions à très court terme, c'est presque d'heure en heure. Bon, je sais pas. Là, franchement, moi, je dis que, bon, la révolution solaire, c'est vrai, je la teste sur moi et j'ai beaucoup de gens qui, justement, ont corrigé bien des problèmes grâce, justement, à leur révolution. C'est-à-dire que ça ne va pas annuler les transits. Hein. Si vous avez des transits durs dans l'année, comme par exemple Saturne qui passe sur la Lune natale, hein, comme le nœud sud qui passe sur la Lune, etc., votre année va être dure. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse, parce qu'il y a les transits. Mais, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en sortir. Par contre, une bonne révolution solaire va permettre, au moment de calme, tout à coup de permettre une sortie. Donc, d'arranger les choses, d'empêcher de redescendre encore plus bas. Donc, on prend ce qu'on peut. Par contre, si on a une bonne année, on voit qu'il y a des très bons transits, Jupiter qui passe sur l'ascendant, etc. Hein, à ce moment-là, si on a une bonne révolution solaire en plus, eh bien, à ce moment-là, on aura une année calme, heureuse, satisfaisante, où il fait bon vivre. Il n'y a pas de recette miracle pour avoir une vie parfaite. Alors moi, je voudrais réagir à ce que vous dites à propos de l'année, parce que tout à l'heure, on parlait du cadre des choses. Voilà. Là, vous fonctionnez sur un cadre annuel. Avec les révolutions solaires, oui. Moi, j'ai la faiblesse de penser, justement, que l'astrologie ne se situe pas dans une dimension annuelle. La dimension annuelle, moi j'appelle ça proto-astrologie. C'est-à-dire que les animaux, peut-être que c'est quelque chose qui est un donné que tout le monde, qui est un donné immanent. C'est-à-dire qu'on le sait, tout le monde le sait, les saisons ça existe, le soleil ça existe, la lune ça existe. Pour moi, l'astrologie, elle se situe dans une sorte de méta-annuel, c'est-à-dire dans une dimension qui permet de gagner. C'est-à-dire que moi je dis, l'astrologie c'est le changement de dimension temporelle que l'humanité s'est attribué en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle est passée d'un état animal en quelque sorte, solilunaire, saisonnier, même les chiens ils connaissent ça, hein. Et à un autre niveau, alors avec des astres qui agissent réellement, c'est-à-dire des astres on n'a pas besoin de décider que le soleil agit, hein, même si je ne crois pas au soleil, il agira. Bon. Et à un autre niveau où ce sont les planètes, au sens qu'il a d'ailleurs fallu découvrir, donc ça, les chiens ils ne savent pas ce que c'est qu'une planète a priori, et à un niveau où les planètes sont plus lentes, donc vont déterminer une rythmicité plus lente, qui va permettre à l'humanité de respirer autrement, de se déployer. Je vous dis toujours, on n'élit pas quelqu'un pour 4 ans, pour 1 an, on l'élit pour 4 ans, pour 5 ans. Voyez-vous, l'humanité a quand même compris qu'on ne pouvait rien faire, que ce n'était pas intéressant de travailler uniquement d'une année sur l'autre, ou d'un jour sur l'autre, qu'il fallait avoir une autre dimension. Tout à l'heure, on parlait des fameux 3 ans et demi ou 4 ans, mais comme par hasard, ça coïncide avec la durée du mandat du président de la République aux États-Unis, ça se rapproche du quinquennat, etc. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est cette dimension-là qui est celle de notre vie sociale, vie citoyenne encore aujourd'hui. Je ne sais pas très bien quel est le rythme des élections en Suisse, je vous dirais franchement, mais enfin, ça doit être à peu près du même ordre, je suppose. Oh non, on change de président toutes les années. Mais enfin, il y a d'autres choses qui ne changent pas. Mais vous êtes très dans l'annualité, vous, alors, finalement, en Suisse. Il y a quand même des choses. Non, vous n'élisez pas pour des non, mais c'est un président parce qu'il faut un président. Oui, mais les autres, il y a quand même des. C'est un système fédéral. Hein. Mais les assemblées sont élues pour plus longtemps. Oui, bien sûr. Pour combien de temps?
tous les 4 ans, non? Voilà, donc il y a cette dimension du Mais temps. ceux-ci n'appartiennent pas au pouvoir. Hein. D'accord, mais alors le pouvoir, lui, il est un pouvoir annuel. Voilà. C'est ça. Et On ne peut pas être réélu d'une année sur l'autre. Non. Oui, c'est ça. C'est un tour de rôle. C'est un tour de rôle. Voilà. Voilà. Bon. C'est comme la présidence, en fait, quelque part, de lui. Oui, exactement. Actuellement. Alors, effectivement, bon, il se trouve que c'est pas tout à fait typique. La plupart des cas, le mandat du président ou du Premier ministre est à la dimension du mandat de mais à mon avis, c'est quand même très raisonnable. Ce mode de fonctionnement de nos sociétés citoyennes est très raisonnable. Il est ni trop court année sur année, ni élection du pape ou de l'empereur à ce qu'il dort, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va mourir. C'est un temps, ce que j'appelle le temps intermédiaire, qui me paraît celui que l'astrologie devrait assumer et se réapproprier. C'est très intéressant parce qu'en même temps, il n'y a pas d'astre qui a une périodicité de 4 ans. Sauf si, bien évidemment, on découpe le cycle de la planète, comme je le fais, voilà. en 4 phases de 7 ans, qui elles-mêmes sont subdivisées en 2 phases de 3 ans et demi. À ce moment-là, la division en 8 du cycle de Saturne est assez proche de ce chiffre. D'ailleurs, on n'imaginerait pas qu'on élise des gens pour 3 ans et demi, ça ne fait pas très sérieux. Donc mais globalement, si. Globalement, en effet, d'ailleurs, je rappelle encore une fois un argument que j'aime beaucoup apporter, c'est que grâce à la conjonction planète-étoile, on garde la planète préserve sa vitesse de révolution, ce qu'elle ne fait pas quand elle se conjoint à telle ou telle autre planète. À ce moment-là, la planète n'a même plus sa propre vitesse de révolution, elle peut avoir plusieurs vitesses cycliques, selon qu'elle est conjointe à Jupiter, selon qu'elle est conjointe à Neptune, etc. Donc il y a une sorte de multiplication des révolutions de chaque planète, parce qu'au lieu de relier la planète à une étoile fixe, ou à plusieurs étoiles fixes, on la relie à une autre planète qui elle-même a son propre mouvement. Et à ce moment-là, le parallèle par exemple, entre Saturne et la Lune, où il y a une sorte de numération comparable, il n'est possible que si l'on sidéralise le mouvement saturnien, c'est-à-dire que si on ne le relie pas à une autre planète qui aura sa propre vitesse de révolution, mais si on le relie à une ou plusieurs étoiles. Et à ce moment-là, on a effectivement Saturne qui a bien 28, 30 ans, et cette année, et comme la Lune, etc. Oui, je comprends. Donc la sidéralisation de l'astrologie est également intéressante sur le plan numérique, c'est-à-dire sur le plan des grands équilibres analogiques entre la Lune et Saturne notamment. Ah, il y a tellement de choses à faire, etc. Bon, pourquoi j'emploie en fait les cycles annuels? Tout simplement parce qu'ils sont pratiques. Et puis parce que les gens pensent aussi comme ça. Mais oui. Les gens réfléchissent, c'est très important dans notre société, on fête la nouvelle année, enfin, je veux dire, c'est très important. Mais est-ce que l'astrologue doit rentrer dans ce jeu-là? Est-ce que ça ne serait pas intéressant de dire aux gens, écoutez, bon, l'année c'est bien, mais essayons de voir les choses sur un tout petit peu plus longtemps, comme on fait en politique, quand on élit quelqu'un, quand on fait des actions, même les plans quinquennaux en économie, etc. Est-ce que ça ne serait pas le rôle de l'astrologue, justement, d'augmenter, justement, ces horizons, non pas à des distances absolument invraisemblables, mais à des distances qui sont celles de la vie sociopolitique, tout simplement. De toute façon, je crois qu'un bon astrologue, de toute façon, quand il est en consultation, va travailler uniquement le thème de la personne qui est concernée, et il va tout de suite savoir s'il doit travailler à 1 an, à 2 ans, à 3 ans ou à 4 ans. Ah, d'accord. Moi, je ne travaille pas d'une façon, je dirais, fixe. Je montre la révolution solaire, bien sûr, parce que tout le monde veut savoir dans l'immédiat comment arranger les choses. Mais en fonction des thèmes, je me projette souvent en 2010, souvent en 2012. D'accord. Tout simplement parce que je sais qu'il faudra plus de temps pour que le cycle arrive à son terme. Il faudra plus de temps pour que les choses puissent se faire. Ou bien alors, la personne est au début d'un nouveau cycle, et là, il faut tout simplement travailler le court terme, parce que la situation l'exige, parce que c'est là qu'il faut pousser la personne pour qu'elle se sente bien. Alors ça s'apprend, ça. On sait quelle est la durée
qui va convenir à la personne, ou ça dépend de ses transits aussi Ça dépend de nombreux facteurs. Hein. Ça dépend de nombreux facteurs. En général, avec un bon logiciel, en quelques minutes, on le sait. Vous voulez dire que le logiciel permet de déterminer la durée, les échéances, il va pas vous le dire la dimension directement. des échéances? Il ne va pas vous le dire directement. C'est à vous d'aller puiser les informations et de recouper les informations de façon à savoir plus ou moins est-ce que la période va être bonne, moins bonne, etc. Il y a des tas de techniques justement qui sont complètement ignorées hein, en Occident, notamment l'Ashtaka-Varga. Oui. Ce n'est pas un éternuement, non. Ça signifie classe de 8, c'est-à-dire les 7 planètes visibles plus l'ascendant, qui permettent de mesurer quelque part, à partir du thème natal, la qualité d'un transit. Autrement, dans les constellations, bien entendu. Hein. Et ainsi, on pourra savoir si le transit de Saturne va être positif ou au contraire s'il va être faible. Ou au contraire, si Jupiter va se montrer bénéfique ou au contraire médiocre. Hein. Est-ce que Mercure va poser un problème pendant son transit dans telle constellation, etc., etc. Ce sont autant de questions que la méthode de l'Ashtaka-Varga permet de répondre. Et en fonction justement de la force, par exemple, de Jupiter ou de Saturne, hein, on peut savoir si la personne va vivre les 2 ans et demi d'une phase saturnienne ou l'année jupitérienne d'une façon positive ou pas. Et ainsi de suite, il suffit de suivre en fait les années, puisque celle-ci en fait se mesure d'une façon très intuitive. Hein. Il suffit de suivre le tableau pour se dire, ben là il va y avoir 4 ans, 5 ans où la personne va avoir des problèmes, puis là ensuite Jupiter va être fort, donc là il faut patienter, il ne faut pas trop espérer de ce côté-là, puis après ça ira de nouveau. En fonction bien sûr toujours de la question demandée. Hein. Tout dépend bien sûr si on parle par exemple de problèmes de dette liés par exemple à l'achat d'une maison, hein, où on ne sait pas combien de temps il faudra pour justement se sortir du marasme. Hein. Là-dessus, justement, on peut avoir des signes très très nets et très fiables, justement, grâce à des méthodes qui existent et qui sont en fait très très faciles à oui, parce que... Oui, il reste combien de minutes? 4. Oui, très bien. Parce que justement, je reviens encore à une chose, cette espèce de spectre du temps court, n'est-ce pas? Moi, j'ai employé une expression un petit peu humoristique récemment, j'ai dit, il y a des astrologues qui disent un jour égale un an, et il y a aussi des astrologues qui disent un an égale un jour. Non, je plaisante, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, on a l'impression que certains astrologues s'amusent à vous dire, bon, bah écoutez, oui, on ne va pas s'amuser à vous faire attendre un an ou 2 ans, on va choisir, comme disait tout à l'heure Stanislas Marquis, un jour, dans les 8 jours qui viennent, la bonne heure pour faire la chose, et voilà, donc voyez-vous, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'astrologue souvent accepte de tricher avec le temps, et de ne pas laisser à son client... C'est comme si le client savait intuitivement que ce qu'il faudrait des années pour réaliser, grâce à l'astrologue, en faisant un petit trucage et un petit montage, dans les 8 jours, à partir du moment où on le fait le bon jour et à la bonne heure, eh bien ça sera réglé, c'est pas la peine d'attendre. Bon, est-ce qu'il faut vraiment faire plaisir au client et lui dire ce qu'il a envie d'entendre? Grande question, est-ce que je vais trouver l'amour? Puis qu'on ne voit pas ça tout de suite, on va... Qu'est-ce qui vous avait... Ça me fait rire, c'est tout. C'est vrai que là, je trouve qu'on n'a pas le droit, quelque part, de mentir à l'autre. C'est-à-dire que, pour moi, seule la vérité est importante. Évidemment, il ne faut pas non plus faire mal en la disant. Et ça, c'est tout le doigté de la consultation. Maintenant, arriver à tricher comme ça, extrapoler, puis comme ça, tout est bon, les astres sont dit, donc ça va se passer. Mais on triche. Ça, on tombe dans la croyance. Et là, je suis plus vraiment d'accord. On est pris un peu dans une sorte de cercle vicieux, puisque l'astrologue lui-même affirme cette espèce d'analogie entre le jour et l'année,
qui le dit, il y a des tas de systèmes qui le disent. Alors, oui, on dirait que le public a pris l'astrologue au mot en disant, ben écoutez, alors, puisque pour vous un jour égale année, alors les problèmes qui pourraient être réglés en 3 ans, on va les régler en 3 jours. Oui, mais non, mais je plaisante pas, parce que moi je connais si bien. J'ai l'impression que c'est, par je ne sais quel processus, c'est un peu le deal qui s'est maintenant constitué entre l'astrologue et le client. Oui. Le client veut qu'on lui résolve son problème. Moi, je nombre de gens maintenant. Vous savez, il y a toute une école d'astrologie en France qui vous parle d'hyper-précision. Je pourrais vous citer des noms, j'ai pas envie de le faire à la télévision. Des gens qui vous disent, j'ai une astrologie tellement précise, à la seconde près, etc., qu'il y a un tel relief sur une seule journée, en une seule journée il se passe tellement de choses, c'est comme si en une seule journée ou en une seule semaine, si vous préférez, hein, il y a tellement de configurations par direction prioritaire, il y a tellement de choses qui se passent en une semaine qui sont équivalentes en quelque sorte à tout ce qui pourrait se passer en 1 an ou en 10 ans, qu'on va pouvoir à l'échelle, une sorte de micro-prévision, à l'échelle d'une semaine, on va avoir une sorte de condensé de ce qui peut se produire à une autre échelle, et donc comme une sorte de chirurgien, vous savez, au laser, on va intervenir, et puis on va, du moment qu'on va agir à la seconde près, eh bien, on aura évité à la personne d'attendre. Je peux pas, par éthique, je peux pas suivre de tel mouvement. Parce que si j'arrivais à concentrer toute ma vie sur certains moments, celle-ci, mais mon Dieu, mais je serais pas là. Je ne serais pas là, j'aurais des gens qui travaillent pour moi, simplement. L'avenir appartient à ceux dont les employés se lèvent tôt. Tout à l'heure, vous parliez de garde-fous. Il y a des gens qui font appel à vous pour des logiciels et qui défendent ce genre de théorie, hein, ce genre de pratique. Oui, mais je crois qu'il faut aussi se battre contre la croyance à proprement parler, parce qu'elle fait du bien à personne. Parce que la croyance, c'est quelque chose qui a tué plus de gens qu'on ne croit sur Terre. Les croyances, ça ne suffit pas. Les croyances, c'est quelque chose que je dirais pas d'inutile, non, parce qu'on a besoin toujours de croire en quelque chose, heureusement qu'on croit en quelque chose. Mais je pense qu'il est faux de se reposer uniquement sur les croyances. Si Dieu avait voulu qu'on connaisse son importance, il serait là, point. Mais il a d'autres responsabilités, hein. Tu ne clameras pas mon nom en vain, dit la Bible, hein. Dieu, il a d'autres responsabilités, il crée des galaxies à l'autre bout de l'univers, hein. Et c'est peut-être pour ça que le 7e jour, c'est justement le jour où Dieu laisse la responsabilité à l'homme de créer son propre chemin. Bien sûr, il n'est pas libre à 100%, mais c'est en prenant le peu de liberté qu'il a, qu'il arrive à devenir grand. Mais il ne faut pas qu'il oublie évidemment tout l'univers qu'il a autour de lui. Le réchauffement climatique, par exemple, c'est l'effet pervers de ce trop plein de liberté qu'a l'homme. Si on arrivait à être juste équilibré, nous vivrions dans un monde vraiment merveilleux. Et